Il était une fois en Chine, une série de films qui mettent une grosse fessée à John Wick et Jason Bourne. Ouais, on va vous parler de la saga Ip Man. Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui parce que Ip Man 4 sort en vidéo partout en France et on s'est dit que c'était l'occasion, comme on avait déjà fait un point sur le long métrage au moment de sa sortie au cinéma il y a quelques mois, de revenir sur la saga dans son ensemble et vous dire pourquoi est-ce qu'elle est si chère à notre cœur et pourquoi on a envie de vous en parler. À titre très personnel, moi c'est une saga qui me met dans un état de mélancolie et de nostalgie que j'aime beaucoup parce que quand j'étais petit, quand j'étais môme, il y avait encore plein de cinémas qu'on appelait alors les cinémas de quartier, ceux qui jadis diffusaient du porno, qui diffusaient, on va dire, beaucoup de séries B anciennes, même si oui, de temps en temps, il y avait bien sûr des films d'actualité, des films récents, mais qui avaient vraiment, on va dire, un fond de roulement, beaucoup sur des films un peu à l'ancienne, et parmi eux figuraient en bonne place, notamment les films de Kung-Fu avec Bruce Lee. Et quand j'étais petit, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, souvent, quand il fallait m'occuper, c'était pas plus mal de m'emmener voir un film de Kung-Fu avec Bruce Lee, ça passait tout seul. Moi, je regardais ça avec des yeux écarquillés. Il faut voir que c'était donc des films, en plus, les copies étaient assez passées, le doublage était parfois un peu aventureux, et donc c'était une expérience du cinéma qui était très organique, en fait, où on sentait l'âge de la pellicule, on sentait que les couleurs étaient différentes de ce qu'on voyait dans les films de la fin des années 80. Et tout d'un coup, voilà, retrouver Ip Man m'a mis, moi, dans un certain état nostalgique que je trouve très joli. Et maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce que ça me rappelle tout ça. Ip Man. Pour commencer, la saga Ip Man, c'est une certaine idée du Kung-Fu. On n'est pas forcément dans ce Kung-Fu très câblé, très délirant qu'on a pu voir du côté de la Shaw Brothers des années avant. On n'est pas non plus, on va dire, dans du post-Matrix complètement fou. On n'est certainement pas dans les modèles qu'ont remis au goût du jour les John Wick. Non, non, on est dans un Kung-Fu qui est à la fois, je dirais, pas forcément sobre, mais très sec, très maîtrisé, qui est plutôt au niveau du sol et où on se bat avec beaucoup de solennité. On n'est pas là pour en faire des tonnes, au contraire, c'est vraiment la maîtrise martiale et la perfection des gestes qui guident la caméra et qui guident le montage. Ça donne donc un divertissement martial qui est éminemment spectaculaire, mais qui est relativement sérieux et très respectueux de la discipline dans son approche, dans la manière dont ça la met en image. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable parce que ça permet justement de réfléchir un peu à ce que c'est que le spectacle et ce que c'est que le combat au cinéma. C'est-à-dire que si on essaye de se rapprocher de quelque chose de plus terre à terre, de plus concret, qu'on n'est plus en train de faire bondir les personnages de 20 mètres, qu'on se pose pas des questions de chorégraphie impossible, si on se dit ce sont des maîtres kung-fu dont on raconte l'histoire, et un maître kung-fu très particulier d'un point de vue historique et symbolique pour le public chinois, et tout simplement ça confère à l'ensemble une certaine gravité, une certaine gravitas, et les combats de Ip Man nous en mettent plein la gueule, mais ils nous en mettent plein la gueule parce que on sent qu'il y en a quand même une gigantesque partie qui est véritablement effectuée à même le plateau. On sent que les cascadeurs, les comédiens, en fait, forment un même corps de métier et qu'on est justement face à un spectacle qui est infiniment empreint de respect et qui est très impressionné par les artistes qu'il filme. Et ça, ouais, ça offre au film, aux 4 films et à leur spin-off, beaucoup de richesse, beaucoup d'intensité. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur la présence au sein de la saga d'un coordinateur de cascade qui est extrêmement important dans le cinéma hongkongais, c'est Yuen Woo-ping, qui s'est occupé notamment des combats du 3e et du 4e opus, mais c'est aussi lui qui a carrément mis en scène le spin-off qui s'appelle Ip Man Master Z, et c'est assez important de le mentionner parce que c'est un type qui a une carrière prolifique, délirante, et c'est quelqu'un qui a travaillé sur énormément, on va dire, de philosophies différentes de la mise en scène des combats. Et vraiment, dans les épisodes 3 et 4, en particulier dans le 4, je trouve qu'il arrive à un niveau de maîtrise et de finesse qui est d'autant plus marquant que son comédien principal, Donnie Yen, ne rajeunit pas, et que leur collaboration à tous les deux arrive encore à donner des trucs assez saisissants et de bonnes grosses tatanes dans la gueule. Il faut également dire un petit mot du comédien qui incarne donc Ip Man dans ces 4 films, c'est Donnie Yen. Donnie Yen, c'est un grand comédien chinois, mais c'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, a quand même été plutôt un acteur de second rôle. Or, il a mis du temps avant d'arriver totalement sur le devant de la scène, et on en est ravis parce que c'est un putain de comédien. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui est non pas dans la sobriété, non pas dans le sous-jeu, mais dans un jeu, encore une fois, très grave, très premier degré. Il n'est pas là pour faire de la blague, il n'est pas là pour déconner, et c'est extrêmement plaisant. Pour ceux qui ne verraient pas de qui je parle, vous l'avez vu dans Rogue One où il jouait un des personnages, le combattant aveugle qui était largement un des plus charismatiques, quand bien même on va dire ses capacités martiales étaient
assez largement sous-employé, et ben c'est lui vraiment qui tient la saga Ip Man. Elle repose sur ses épaules, mais pas seulement, parce que l'essentiel de la saga, à savoir les 4 épisodes canoniques, sauf le spin-off, sont réalisés par Wilson Yip. Wilson Yip, c'est quelqu'un qui n'est pas le plus grand metteur en scène hongkongais, loin de s'en faut, mais on sent que c'est un artisan qui est concerné par ce qu'il fait, qui le fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de premier degré, lui aussi, et surtout qui aime travailler avec Donnie Yen. Il faut voir qu'il y a plein comme ça d'acteurs d'action, ou d'acteurs, on va dire, dont le travail passe énormément par la physicalité, qui ont besoin d'être en confiance totale, en collaboration très étroite avec leur metteur en scène. Pensez à Tom Cruise, par exemple, qui a des collaborateurs très réguliers, comme Doug Liman, comme Christopher McQuarrie, maintenant, sur les Missions Impossibles, qui en est quand même à 3 ou 4 Missions Impossibles. Et ben, c'est un petit peu un rapport de cette nature-là qu'il y a entre Donnie Yen et Wilson Yip, et il faut bien voir qu'avant les Ip Man, ils avaient déjà commencé à travailler ensemble sur SPL, sur Flashpoint. Ils ont des rapports de collaboration extrêmement étroits, et ça se sent. Parce que Wilson Yip, on constate toujours qu'il a un plaisir énorme à filmer Donnie Yen. Il sent comment mettre en valeur son charisme, son magnétisme, on sent qu'il sait travailler son corps, littéralement la physionomie de son comédien, pour l'utiliser au mieux. Et c'est aussi ce qui fait que, quand bien même ça n'est pas le cinéaste le plus inspiré, le plus brillant, le plus créatif de l'univers, il est tellement en phase avec son sujet et celui qui compose son sujet, qu'il arrive à donner une dimension à la fois artisanale et très très puissante, très évocatrice à ces 4 courts-métrages. Il y a un autre aspect de la franchise Ip Man qui me paraît particulièrement intéressant, ou du moins qui la rend un peu iconoclaste au sein du paysage cinématographique contemporain. Je vais pas vous l'apprendre, depuis des années, sinon des décennies, on est abreuvé de cinéma américain. Que ce soit du cinéma de blockbuster, que ce soit du cinéma indépendant, ou des films un petit peu entre les deux en termes de budget et d'ambition. Quoi qu'il en soit, ce cinéma qui se conçoit vraiment comme un soft power, c'est-à-dire comme une force d'influence et de contagion culturelle, nous transmet des idéaux, nous transmet des valeurs, nous transmet des représentations du monde depuis des années. Et nous les recevons avec plus ou moins de distance, plus ou moins de plaisir, plus ou moins de critique, de réflexion, mais quoi qu'il en soit, tous, et qu'on adore ou non ce cinéma, eh bien on est abreuvé, on a l'habitude d'en recevoir et d'en éprouver les codes. Et du coup, sachant que le cinéma américain, on va pas se leurrer, est un cinéma qui est nationaliste et qui vend les valeurs de l'Amérique. C'est très très intéressant de voir un cinéma qui vient d'une toute autre partie du monde, en l'occurrence la Chine, mais qui est tout aussi nationaliste et tout aussi revendicatif dans sa manière d'apporter le divertissement et dans sa manière d'infuser de la politique au sein de ce divertissement. Alors attention, je suis pas du tout en train de vous dire « Hey, regardez la culture chinoise, c'est vachement mieux que les Américains !» Certainement pas, je ne le crois pas du tout. En revanche, c'est très intéressant de voir comment d'autres codes évoluent à l'écran et comment ils nous sont exprimés. Ça, c'est assez curieux. Et c'est une bonne occasion aussi de voir comment les Chinois ont envie de se représenter, ont envie de parler d'eux-mêmes. Et moi, je trouve que ça rend tout ça vraiment assez excitant à regarder, d'autant plus, et là c'est la dimension un peu malicieuse de la chose, que dans plusieurs épisodes de la saga Ip Man, très concrètement, les films nous disent, alors en plus d'être du divertissement de première classe, nous, il y en a qui on a envie de mettre des grosses tatanes, c'est les Américains. Et on sent que les films prennent un certain plaisir à se confronter à leur adversaire, modèle, ennemi. Et donc ça crée un dialogue qui est plutôt rare, qu'on n'a pas souvent, nous, l'habitude de voir sur écran ou sur grand écran, et c'est d'autant plus marrant à regarder. Et c'est particulièrement vrai dans le 4e épisode, où cette fois, notre héros n'est plus en Chine, mais directement aux États-Unis, où il va aller essayer de régler des problèmes à Chinatown, à San Francisco, ce qui va l'amener à jouer à la bagarre avec Scott Adkins, qui est quand même un des, à mon sens, aujourd'hui, un des types dans la baston burné bourrine, un des types les plus intéressants et techniquement les plus au point. Regardez donc Avengement sur Netflix, vous allez en avoir pour votre argent et pour vos dents. Et donc finalement, avec la saga Ip Man, en plus d'avoir des films martiaux de kung-fu qui tabassent bien comme il faut, on a aussi des œuvres qui ont pour programme d'aller un peu gratter le cousin américain, voire de lui mettre une gentille peignée. Et ça, tout simplement, c'est inhabituel, et donc c'est un objet de curiosité et d'attention qui me paraît être un objet de curiosité et d'attention. On espère que ce retour sur la saga à l'occasion de la sortie de Ip Man 4 en vidéo vous aura donné envie de le découvrir, mais aussi de jeter un œil à la franchise dans son ensemble, qui mérite quand même d'être découverte parce qu'elle est sacrément attachante et spectaculaire. Moi, ce que je préfère en son sein, c'est évidemment le premier épisode, parce que c'est le plus équilibré, parce que c'est celui dont la mise en scène est la plus rigoureuse, c'est celui aussi qui est, je trouve, le plus touchant et le plus émouvant dans son rapport à l'histoire du kung-fu et dans son rapport à ce personnage important qu'est Ip Man. Et enfin, moi j'ai aussi beaucoup de tendresse pour Ip Man Master Z, le spin-off, qui a parfois été un peu mis de côté, un peu décrié, parce que justement on n'y retrouvait pas Donnie Yen, donc le film était perçu comme une tentative un peu opportuniste de faire du pognal sur la franchise.
Néanmoins, il y a de vraies idées, il y a de vraies propositions en termes d'action, parce que cet épisode est mis en scène par Yan Woo-ping, qui est quand même un des types les plus expérimentés en la matière, mais comme il a œuvré dans des styles très très différents, on sent qu'il insuffle dans son long métrage la volonté d'avoir un peu plus de liberté sur la manière de filmer les combats, d'avoir un peu plus de créativité sur comment libérer, comment déplacer la caméra pendant les affrontements, de même qu'il apporte également un peu plus de richesse, je trouve, littéralement dans la manière de chorégraphier les combats. On sent qu'il remet lui un petit peu de câble, qu'il n'a pas de problème à ce que ça virevolte, à ce que ça grimpouille au mur, et du coup, ça apporte un grand vent de fraîcheur, quand bien même la dramaturgie de l'ensemble est assez faiblarde, et quand bien même l'acteur principal a le charisme d'une huître ouverte il y a 3 semaines. Abonne-toi. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour Ip Man 4 parce qu'il dépayse son héros, parce qu'il le traite un peu différemment, parce qu'il le confronte vraiment à un énorme bourrin d'abruti à qui il faut péter les dents, parce que le décor de Chinatown à San Francisco dans les années 60 change plein de choses et que les moyens dont le film dispose lui permettent de tenter un peu plus de trucs. Donc vraiment, ouais, c'est aussi un épisode auquel je suis assez attaché. Enfin bref, on est curieux de savoir ce que vous allez en penser, de savoir si vous connaissez déjà la saga, savoir si ça a été pour vous l'occasion de la découvrir. Dites-le nous dans les commentaires, mais après vous être abonné, après avoir tapé la cloche de notification, après avoir insulté nos mamans, pendant que nous, on s'occupe des vôtres. Bisous.